Les top flops de ce Grand Prix de Monaco. Nicolas, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est toi qui as écrit pour Motors Inside le top 3 et le flop 3. On commence avec le top 3 retenu par la rédaction pour ce Grand Prix de Monaco. Le top 3 a été plutôt clair. Donc en premier, on a placé et on a voulu surligner la belle prestation de Carlos Sainz et puis de Ferrari en général, parce qu'ils ont quand même réussi à placer les deux monoplaces aux avant-postes, malgré l'erreur qui reste à Charles. Ensuite, on a un Sébastien Vettel, on n'en a pas encore parlé dans l'émission. Il a quand même étonné son monde. On parlait d'un circuit d'expérience. À l'expérience, il est allé chercher de gros points. On l'a pas vu. Il a réussi à bien défendre et proprement défendre sa place face à Pierre Gasly. Il a également été élu pilote du jour. Ça lui était plus arrivé depuis pas mal de temps. Le Grand Prix de Turquie l'an passé. Donc un gros rebond pour Sébastien Vettel. Espérons que ce soit de bon augure pour la suite de la saison. On peut noter également qu'Aston Martin a fait une belle stratégie, puisque Lance Stroll a réussi à garder aussi, à conserver ses points. Pendant la course, je pensais que ça ne serait pas forcément gagné, mais finalement, petit à petit, il a repris du temps et il a réussi à rapporter aussi des points comme son équipier. Et puis, on a longuement débattu aussi tout à l'heure sur Norris, en taille patron, mais carrément, et l'image flagrante à retenir de ce Grand Prix, au-delà de ses performances à lui, c'est en fin de course quand il prend un tour à Daniel Ricciardo. Donc on résume, Carlos Sainz en 1, Vettel en 2, Lando Norris en 3. Les amis, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Thibaut, tu hoches de la tête, c'est un oui ou pas? Quasi. Ouais, pourquoi quasi? Moi, effectivement, je retiens Vettel. Alors, Vettel, ça c'est sûr, il fait une super course et véritablement là, l'expérience a parlé pour lui. En top, j'aurais aussi surtout mis la stratégie Red Bull qui a fait passer un gap monumental à Pérez en course. Et puis Sainz aussi, qui a fait une très belle course aussi, je trouve. En tout cas, qui a ramené les points qu'il fallait à Ferrari. La stratégie Red Bull, c'est intéressant puisque c'est en effet un point qu'on n'a pas évoqué. Bon, Verstappen, il n'y a pas eu de souci. En plus, l'arrêt était parfait, mais Sergio Perez qui est resté en piste et ça a marché. Je reprends un peu le tableau de Pirelli. Il a été jusqu'au 35e tour, Sergio Perez. C'est sûr que Red Bull, voilà, Perez est dans son rôle. Hein, maintenant, ça y est, Sergio Perez fait du Sergio Perez et on sent pourquoi il a été recruté. Hein. Il nous fait ça à la perfection. Il a remonté P4, Thibaut. Hein. Ouais, non, il est remonté de P4. Il avait un très gros rythme. Il revenait fort sur Norris en fin de course. Bon, un peu à perte hein, dans l'attente d'un accident de Norris plus qu'autre chose, hein, parce que dépasser à Monaco n'est jamais facile en F1. Mais non, ils ont fait vraiment un très très beau travail avec le Mexicain ce week-end. Qu'est-ce que tu nous rajoutes toi Mathieu dans ce top 3? Sainz, Vettel, Norris, est-ce qu'on met autre chose? On a parlé de Red Bull à l'instant, de la stratégie. Ouais, bon, moi je parlerais quand même de Verstappen qui fait quand même un super week-end, qui fait aucune erreur, qui marque et qui gagne encore. Donc c'est entre guillemets, ce qui est la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'on s'habitue à ce qu'il gagne, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé. Donc c'est ça qui est d'autant plus prometteur. Mais enfin c'était quand même un week-end très très solide et pour Vettel, oui. Pour moi en fait je trouve que c'est bien pour lui, bien pour son moral, qui est sur un circuit qui est compliqué, un circuit de pilote, qu'il arrive à redresser la tête et qui puisse voilà, marquer de gros points, lancer un peu sa saison et faire entre guillemets taire un peu les critiques et lui redonner confiance pour l'avenir. Donc tant mieux pour lui, quoi. Sébastien Vettel P8 en qualif et P5 avec donc pas le dépassement puisqu'il est sorti devant, mais la plus belle manœuvre. Qui a vu l'image? Parce que je crois qu'on a eu un plan de Lance Stroll, mais non, en tout cas il nous a fait vibrer, hein, Sébastien Vettel, Nico. Il nous a fait vibrer, l'ancien équipier Kimi Räikkönen. Oui, il nous a vraiment fait vibrer. C'est dommage qu'on n'ait pas eu toute l'action. Attention, une transition de Lance Stroll tout de suite. Sur Pierre Gasly côte à côte, ça a été super dangereux. Hein. Pierre Gasly a dit qu'il a fallu soulager un petit peu parce que ça allait finir sinon de l'autre côté. Hein. Ça allait passer par-dessus bord et finir sur un yacht, sur le yacht de Fabio Quartararo qui était là notamment. Mais non, c'est la plus belle action, c'est la plus belle action du Grand Prix, Nico. Vettel Gasly côte à côte comme ça vers la montée de c'est la plus belle action, ouais, effectivement. C'est celle qui a fait monter un petit peu le cardio et l'émotion pendant le Grand Prix qui était quand même un petit peu soporifique. Ça s'est joué beaucoup aux stratégies, mais sinon on a vu un petit train tourner. Donc effectivement, c'était plutôt
sympa. Et bon, c'est vrai que Pierre Gasly, c'est peut-être un petit peu plein, mais en même temps, c'est la F1, ça roulait beaucoup plus côte à côte dans les années précédentes. Alors, on l'a déjà évoqué, hein, les monoplaces sont différentes, mais c'est vrai qu'ils ont tendance vite fait à se plaindre dès qu'il y a un petit peu d'action roue contre roue, alors que c'est ce qu'on recherche aussi. Après, je suis pour le défendre, Pierrot, quelques indices dans l'écran derrière moi. Mais Pierre Gasly ne s'est pas plaint, Nico, mais c'était plus que c'était plus ce côté dangereux, côte à côte dans l'angle mort en plus. Hein, Vettel ne voyait pas Gasly, donc ça aurait pu mal finir. Gasly, vous ne le mettez pas dans le top, les amis. Hein, quand même, Gasly qui porte AlphaTauri pendant que Tsunoda n'a même pas surnagé, a coulé à Monaco. Vous ne mettez pas Pierre Gasly dans notre top 3. Mathieu, non. Il a fallu faire des choix. Pardon, je te coupe, je te relève Mathieu, mais il a fallu faire des choix et effectivement il a fait une belle course. Bon, c'est vrai que dans la preview, j'avais dit qu'il pourrait faire une belle course parce qu'il était à l'aise au volant de sa voiture. C'est vrai qu'il faut souligner, il ramène de gros points. Tsunoda commence un petit peu à se noyer, donc il y a un réel contraste aussi qui se fait, un petit peu à la manière de Norris Ricciardo. Très belle course. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un rookie par rapport à ça. Romain en régie, tu nous soulignes que Tsunoda, c'est vrai, c'est un rookie. Ouais, c'est vrai qu'il découvrait Monaco, hein, il n'avait jamais roulé dans les autres catégories à Monaco, donc ça c'est sûr que c'est pas. Par contre, Tsunoda, ça fait quand même, à part un Bahreïn où ça a été la bonne surprise et qu'il a marqué ses 2 points, depuis il a jamais été en position ne serait-ce que de rentrer dans les points, quoi. Donc clairement, enfin il y a un vrai écart et ça montre aussi la complexité de la F1 et autres et d'être performant tout de suite parce que oui, il arrive après avoir fait une très belle saison de F2. Mais clairement, ouais, aujourd'hui, il n'est pas du tout une menace pour Gasly, qui a façonné l'équipe autour de lui, qui a façonné la voiture autour de son style de pilotage, et du coup qui fait ce qu'il faut par rapport à son jeune coéquipier. Notez que Thibaut n'a pas supporté qu'on parle de Tsunoda ainsi, mais il va revenir d'ici quelques instants. On pourrait citer rapidement pour ce top Esteban Ocon qui rentre une 4e fois de suite dans les points, Giovinazzi qui marque ses premiers points, et Nikita Mazepin qui n'a pas fait une erreur. Nikita Mazepin, personne ne l'a mis, mais il ne s'est pas craché, et on peut quand même le souligner, il a été beaucoup plus propre que Mick Schumacher quand même, hein, Nikita. D'ailleurs, on va bientôt passer au flop, mais oui, Mazepin, aucune erreur, messieurs, pour ce Grand Prix de Monaco. Ouais, mais c'est vrai que c'était... Alors, bon, j'ai souvent entendu, j'ai souvent lu sur Twitter, il y a Julien aussi, Febro, qui a dit qu'il n'avait pas fait d'erreur et tout. En vrai, il a quand même touché le mur, hein, les gars. Oh, il a quand même touché le mur. C'était où, Romain? C'était juste avant le tunnel. Mais sans gravité, je crois. Ouais, il faut aussi rappeler, Mazepin a beaucoup coupé la chicane du port. Hein. Comme Lando Norris aussi, il a été averti. A fait un peu comme nous sur F1 2020, sur tous les jeux de F1. C'est que, bon, on passe pas la chicane, on passe tout droit, c'est plus pratique. Mais c'était un peu ça, Mazepin, hein, dans le détail. Mais c'est sûr. Mais voilà, du coup, il s'est plaint aussi que sa voiture réagissait pas comme il faut. Et il a été super sec aussi avec ses ingénieurs. J'ai écouté une radio où il disait. Il disait je vous ai dit qu'il fallait pas me laisser en piste, que la voiture avait un problème. Le gars, mec, t'es rookie, tu viens d'arriver dans une écurie, même si c'est ton père qui achète ta place, attention quoi, un peu de respect quand même quoi. Un peu de respect quand même, pour être à droite, Nikita. Non, mais ouais, voilà, bon, c'est sûr qu'il a été un peu agacé, on l'a vu aujourd'hui, on l'a vu sur Twitter, sur le compte de la Formule 1 et sur les meilleures séquences radio. Nikita Mazepin s'est un peu agacé, mais bon, il a terminé le Grand Prix, il a terminé devant Mick Schumacher pour l'équipe As, mais à 3 tours. On passe au flop, Nico. Quels sont les flops de la rédaction Motor Worldside? Pour les flops, on a effectivement un Mick Schumacher beaucoup trop brouillon. Alors, Günther Steiner avait prévenu, il ne faut pas casser de voiture, il faut faire attention, il faut prendre de l'expérience et on s'était mis un petit peu sournoisement à pointer du doigt Nikita Mazepin. Est-ce qu'il va passer certaines séances? Est-ce qu'il va réussir à ne pas plonger dans la Méditerranée? Et effectivement, il a fait une course très propre et, à contrario, c'est Mick Schumacher qui a été complètement brouillon. Il se crache aux EL2. Bon, pas grand-chose. Il se crache en EL3, un beau drapeau rouge, il ne peut pas se qualifier. Et puis, au début de course, il attaque son équipier au Lewis, il le double. Bon, on a le droit de s'attaquer, mais dans un contexte aussi particulier et surtout avec son directeur d'écurie qui lui dit fais attention, il faut éviter les accrochages. On aurait pu perdre 2 as d'un coup, ça aurait été très compliqué. Donc
bizarre ce qui s'est passé. Il a déconnecté ou il voulait peut-être en faire trop, je ne sais pas, mais en tout cas, un beau flop pour lui pour ce Grand Prix. Est-ce qu'on l'aurait remarqué si les deux As s'étaient accrochés? Bon, oui, ces petits quarts, mais elles ont quand même fini à 3 tours. Mais la suite de ce flop 3. La suite, eh ben, on avait Alpine, un petit peu inquiet jeudi soir. Finalement, Ocon a vachement redressé la barre, a mené l'équipe de ses bras. Et là où on voit Fernando Alonso, le taureau des Asturies, il a été recruté pour son expérience, sa pointe de vitesse, ses qualités de leader. Et au final, il répond pas du tout à tout ça. Il est un petit peu en dedans depuis le début. À Monaco, il aurait pu s'exprimer grâce à son expérience. Et il était complètement transparent. Il finit derrière Kimi, pas trop loin des points, mais voilà, en vieux briscard, et il termine quand même derrière. Donc, point négatif. Et puis un autre champion. Oh là là, je perds le téléphone. Désolé. On a perdu le téléphone. Pour notre, Chute en direct. Chute en direct. Chute à l'arrière. Je mets la photo de Schumacher qui dépasse flop. C'est un gros Mercedes et Hamilton. Alors Mercedes, ils sont passés complètement au travers. L'arrêt au stand de Bottas, cette écrou, c'est quand même un petit peu bizarre, mais bon, voilà, incident technique. Bottas, qui n'arrive pas à suivre le rythme de Verstappen, donc effectivement il aurait pu se poser là en leader, montrer qu'il avait l'écro et qu'il voulait rebondir, aller chercher cette victoire. Au final il fait plan-plan comme derrière Hamilton, là c'est derrière Verstappen, ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense, ça aurait été pareil, il abandonne, au final c'est... Voilà, ça passe, c'est pas inaperçu, mais c'est pas étonnant. Et Hamilton derrière, par contre. Ouais, mais du coup c'est quoi? C'est Mercedes? Moi, je suis pas d'accord quand même avec ça, les gars. Il se Romain régie, ouais. Attends, et il se met à critiquer son équipe, et ça, on l'avait jamais vu. Ouais. Et ça, par contre, c'est pas forcément bien vu, surtout qu'on parlait toujours de cohésion. Il était toujours à indiquer, on gagne en équipe. Il a peut-être du mal à perdre. C'est ce qu'on a évoqué du coup, Nico. Mais Romain, t'es pas d'accord sur l'ordre de Mercedes dans le flop? Romain, non, je suis d'accord que Mercedes doit y être, mais pas seulement dire Bottas ou pas seulement dire Hamilton. En gros, Mercedes tout court, quoi. Et pour le coup, Bottas, je pense qu'il y est pour rien. Et franchement, il fait un bon week-end. Et franchement, pour moi, il doit être un peu à part du flop, quoi. Donc Mercedes seul dans le bloc des flops, dans le bloc de ce flop. On a déjà beaucoup parlé de Mercedes. Dans l'ordre, les amis, Thibaut qui est revenu, je crois. Est-ce que toi tu mets dans cet ordre Mick Schumacher en 1, Alpine et Alonso loin du compte en 2, et Mercedes entre parenthèses Hamilton impuissant en 3? Alors, je vais changer, j'ai quasiment pas j'avais vraiment pas le même flop. Je pense qu'en flop 1, j'aurais mis Mercedes. Ça, c'est sûr. Ce que dit Hello Lucas dans le chat aussi. Vas-y. J'aurais retenu la pluie aussi. Bon, ça va être un autre élément, mais la pluie qui a. Et toi, ça t'aurait bien arrangé, t'aurais évité un coup de soleil. Elle a fait son apparition en F2 et dans toutes les autres catégories. Et c'est dommage. Et puis en 3, j'aurais mis Alpine, Alpine et plus particulièrement Alonso, qui 2-3 fois est pas passé loin de la correctionnelle au virage du bar tabac. C'est passé à ça. Vraiment à ça. Tu étais sur place, Thibaut, et tu as constaté en effet. C'était à quel moment du week-end tu nous as dit, Alonso? C'était le jeudi ou le samedi en qualif, en course? Ah non, en course, il a rattrapé 2-3 fois la voiture, vraiment pas loin, pas loin du rail. Donc dans cet ordre, on a un peu ce qui est sympa, ce qui est intéressant, c'est que vous changez un petit peu la place. Toi, Mathieu, quelle hiérarchie tu mets dans ce flop 3? Clairement, je mets Hamilton et Mercedes clairement dans le flop. Quand on est 7ème en qualif, c'est que clairement on s'est loupé. Et pour le coup, moi, Bottas, je le mettrais pas du tout en flop. Il était 2ème et certes, il attaquait pas Verstappen, mais entre guillemets, moi je trouve que c'était plus un signe d'intelligence de se dire j'ai de la chance d'être 2ème, j'ai la possibilité de ramener des gros points, d'être devant Hamilton à la régulière. Donc pour moi, je trouve que c'était plutôt bien joué de sa part, entre guillemets, de juste essayer de la ramener à la maison et 18 points avec qui aurait fait du bien. Mais par contre, on a déjà parlé tout à l'heure. Hamilton et Mercedes qui sont clairement perdus, qui ont pas trouvé les clés ce week-end et qui ont laissé un peu de côté l'emballage marketing qu'on a le droit à peu près à tous les week-ends quand ça marche bien. Tu l'as mis à quelle place du flop 3? 1, 2 ou 3? En 1, largement 1 quoi. Ouais. Ouais,
Donc après, oui, Alonso, oui, enfin c'est un peu décevant, mais entre guillemets, vu son début de saison, il est pas moins mauvais que d'habitude, on va dire. Enfin, franchement, il est à sa place habituelle. Il n'y a pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. Donc, enfin, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et pour moi, ça. Au contraire, ça met d'autant plus en valeur Ocon, quoi, que tout le monde annonçait qu'il allait se faire dévorer tout cru par le lion ou le taureau des Asturies, et au final qui fait largement le job, qui fait pas de bruit, qui sait se garder les pieds sur terre et autres, pas faire d'erreur. Et donc, enfin, je suis plutôt très content pour un gars comme Ocon, qui, on le sait, a eu jusqu'à présent une carrière un peu compliquée, avec des hauts et des bas en F1, et là qui prouve une nouvelle fois qu'il a largement sa place à cet endroit-là, et qui, mine de rien, c'est toujours un pilote Mercedes, et il pourrait poser quelques questions dans la tête d'Otto, de se dire, et finalement, est-ce que remplacer un Anglais par un Anglais, est-ce que c'est vraiment la seule alternative qu'on a pour les années à venir? Vous avez des infos, vous avez des infos sur le remplacement de Valtteri Bottas par George Russell. Non, mais oui, c'est vrai, tu parles déjà de la suite. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire pour ce top flop. On va finir avec, dans le chat aussi, on a nommé Tsunoda, Yuki Tsunoda. Thibaut, désolé, mais nous parlons de la F2 un peu plus tard, mais ton cœur de F2, malheureusement, peut-être souffre avec Yuki Tsunoda, qui est cité dans le flop. La sieste monégasque aussi, nous dit Guillaume. Ça tombe bien, la sieste monégasque, on va en parler tout de suite. La suite.